Hello tout le monde, bienvenue dans ce 14e épisode du podcast Iko Wichai. Et aujourd'hui, on va parler du miroir maternel. Autrement dit, on va parler de notre relation avec nos mères. Alors pour les personnes qui écoutent ce podcast pour la première fois, je m'appelle Shahnaz Mortari, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. Je pratique depuis bientôt 9 ans maintenant et je suis installée en cabinet à Rabat, mais je travaille aussi à distance. Ce podcast-là existe depuis septembre 2024. On avance doucement et sûrement. On essaye d'évoluer ensemble, que on puisse discuter certains sujets, ou plutôt des sujets qui nous parlent à tous et à toutes, afin que ça puisse faire écho en nous. Et j'espère en tout cas que cet épisode-là, comme tous les précédents et comme tous ceux qui viendront après, pourront faire écho à vous dans le bon sens. Alors, pourquoi miroir maternel? Pourquoi avoir choisi ce titre-là? En psychologie, la manière en fait dont l'enfant il se construit à travers le regard de sa maman est vraiment très important. Et c'est quelque chose que je retrouve tout le temps, mais vraiment tout le temps en thérapie. Il faut aussi savoir que l'enfant, non seulement il se construit à travers le regard de sa mère, mais aussi à travers les réactions de sa mère. Juste à garder en tête qu'on n'est pas là pour faire le procès de nos mères, mais on va dire plutôt que c'est une tentative afin de comprendre toutes les dynamiques profondes dans lesquelles on a grandi. C'est un sujet que j'ai pris du temps en fait à aborder parce que je trouve que c'est un sujet pas évident et pour les personnes voilà, qui me connaissent et qui m'écoutent depuis un moment déjà, ils savent que durant tous mes épisodes, je partage un peu de moi, je partage de mon expérience, mais que le plus important pour moi durant ces épisodes-là, c'est que ça fasse écho en vous. Mais pour que ça puisse faire écho en vous, c'est hyper important en fait que ça soit authentique, c'est hyper important en fait que vous sentiez qu'il y a du vécu. Et en plus, moi, je pense que je ne pourrais jamais rien partager s'il n'y a pas du vécu derrière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la maman, elle est le premier miroir de l'enfant. Elle lui renvoie une image de lui-même à travers ses réactions. C'est-à-dire, je vous explique. Il faut savoir que quand on vient au monde, quand un nourrisson vient, quand un bébé vient au monde, durant les 6-8 premiers mois, pour lui, il n'y a que sa maman et lui. Et c'est même pas ça, c'est qu'il ne pense pas que sa mère et lui, c'est deux personnes différentes. Quand on vient au monde, pour nous, notre maman et nous-mêmes, on est la même personne. C'est ce qu'on appelle la fusion. D'ailleurs, quand on vient au monde, on vient dans un état de fusion. C'est de là, d'ailleurs, qu'on a toujours ce besoin de vivre des relations amoureuses et amicales fusionnelles. Parce que ça nous renvoie, d'ailleurs c'est de la régression, ça nous renvoie vers ce tout premier sentiment avec lequel on est venu et ce tout premier sentiment avec lequel on a vécu les premiers mois de notre vie. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si ça vous est arrivé ou pas, mais quand vous vivez quelque chose de fusionnel, quand vous êtes hyper proche, vous avez cette proximité avec une personne, vous avez l'impression que c'est quelque chose de tellement spécial, vous vous sentez tellement bien, vous avez l'impression que vous êtes au-dessus des nuages. C'est comme si vous alliez voler et vous avez l'impression que personne et rien au monde ne peut vous atteindre. C'est pour ça, en fait, que ce sentiment de fusion, il est aussi euphorique et les personnes, en fait, ils deviennent accros à cette fusion-là. Et donc après généralement les 6-8 premiers mois, bah, le nourrisson commence à se rendre compte que non, sa maman est une autre personne, avec ce qu'on appelle les moments d'absence et les moments de présence. Ça veut dire qu'il se rend compte que des fois, quand il se réveille, elle n'est pas là, qu'il y a des moments où elle n'est pas là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que si vous remarquez, un enfant, quand il voit, enfin un bébé, pardon, quand il voit sa maman, il sourit, il gesticule dans tous les sens. C'est ce qu'on appelle de la réparation. Il cherche en fait à la réparer pour qu'elle ne le quitte plus. C'est comme ça qu'il vit ces moments d'absence. Vous allez me dire, mais c'est horrible. Non, vous inquiétez pas, ça fait partie des stades du développement. D'ailleurs, vraiment à aller découvrir quels sont les stades de développement en psychopédagogie, en psychanalyse. Moi, je trouve que c'est hyper important de connaître ce genre de choses afin de comprendre un peu mieux certaines réactions que l'on a dans la vie d'adulte. Et d'ailleurs, durant ces moments de réparation où le bébé, il commence à essayer en fait de séduire sa maman en faisant des sourires, et en émettant des sons, en étant de bonne humeur, c'est là d'ailleurs que commence nos premiers moments d'angoisse. Ça veut dire que on commence à avoir peur que notre mère nous quitte. Et c'est là qu'on développe, on va dire, un sentiment de codépendance qui se développe à travers les années, mais
Mais, le mais est hyper important. C'est là où le rôle de la mère est très important. C'est comment elle va accompagner son enfant durant tous ces stades de développement. Est-ce qu'elle va nourrir cette codépendance? Est-ce qu'elle-même, elle va être dépendante de son enfant? Quelle réaction elle va renvoyer à cet enfant-là? On va essayer de discuter tout ça durant cet épisode-là. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, la maman, elle renvoie une image de l'enfant à travers ses réactions. C'est-à-dire, alors là, par contre, on va parler pratique parce qu'on est là pour ça. Vous savez, les blessures les plus fréquentes que je relève en thérapie sont le désintérêt ou plutôt l'immaturité émotionnelle. C'est-à-dire, beaucoup de personnes me disent: «Ma mère était là, j'ai des souvenirs d'elle, elle nous faisait à manger, elle faisait le ménage, elle nous emmenait à l'école, elle, vérifiait avec nous si on avait fait, nos examens, nos exercices, pardon». Mais on sent une absence. On n'a pas l'impression qu'il y avait une certaine présence. Et malheureusement, dans une culture un peu comme en tout cas comme la nôtre, et pas que la nôtre, parce que j'ai déjà, parlé et discuté de ce genre de sujet avec des personnes qui font partie d'autres cultures et eux-mêmes, ils ont vécu ça. Il faut savoir qu'à travers les générations et je pense que jusqu'à maintenant, ça a peut-être un peu plus changé, mais la femme a toujours eu une très grande charge mentale. C'est-à-dire, elle a toujours dû subir et vivre dans la pression sans pour autant pouvoir parler, ni elle-même en fait être, consciente de ses besoins. La femme devait se marier, enfanter, être responsable de son foyer, de son mari, de ses enfants, ne pas être capricieuse, être responsable et cetera. Mais je pense, en tout cas de ce que je vois, c'est que cette femme-là, elle n'a jamais eu le temps de se poser la question si elle avait une maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle, ça veut dire cette capacité à se connaître, cette capacité à se gérer, cette capacité en fait à ne pas être dans l'excès. L'excès, parce que maintenant, la plupart de mes patients et de mes patientes se plaignent du fait que leurs mères sont hystériques. Quand je dis hystérique, il ne faut pas imaginer la crise d'hystérie, de cris et tout, quoique des fois c'est le cas, mais dans le sens où c'est des femmes qui se victimisent énormément, que, elles attendent que tous leurs enfants soient rassemblés pour qu'elles se plaignent, qu'elles disent qu'elles se sentent pas qu'elles se sont sacrifiées, qu'elles souffrent et en fait, ces personnes-là, ces enfants qui sont maintenant devenus adultes ne comprennent pas ces réactions-là parce qu'ils disent: «Mais moi, je fais de mon mieux» et j'ai l'impression que j'ai beau faire de mon mieux avec ma mère, mais on dirait qu'elle va toujours à côté pour trouver le problème. Je vous explique pourquoi cette femme-là, elle part à côté pour, trouver ou pour chercher le problème et pourquoi j'ai mentionné tout à l'heure l'hystérie. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs que l'hystérie? L'hystérie, ça veut dire que je ne vais pas, vous bombarder de théories, ne vous inquiétez pas, mais l'hystérie, j'essaie de vous donner des éléments que vous allez pouvoir reconnaître dans la vie de tous les jours. L'hystérie, ça veut dire cette souffrance psychique et ces douleurs psychiques que j'ai et que j'ai besoin en fait de faire sortir, parce que je me sens frustrée, parce que je me sens mal comprise, pas écoutée, mais moi-même en fait je ne me comprends pas. Moi-même, je ne sais pas où est-ce que j'ai mal et pourquoi j'ai mal. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je sabote, je détruis, je peux être méchante, je peux être vicieuse, je peux empoisonner littéralement la vie de mes enfants et empoisonner même ma vie à moi. Et en fait, choisir ce rôle de victime jusqu'à la fin. Parce que j'ai l'impression que tout ce que j'ai subi avant et maintenant que mes enfants ont grandi et ils ont les moyens et je les vois adultes et ils ont plus vraiment besoin que je les nourrisse pour qu'ils, survivent, je me permets, en fait, mais c'est pas conscient, c'est quelque chose qui ne se calcule pas. C'est pas malveillant. Dans certains cas, c'est pas malveillant. Dans certains cas, c'est malveillant. J'ai vu pas mal de cas où c'est quand même malveillant dans certains cas. Mais la plupart du temps, c'est purement inconscient. C'est des états d'âme, c'est un problème d'humeur, c'est de la manipulation et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que ces femmes-là, pourquoi je pense elles font tout ça? C'est parce qu'il y a une réelle immaturité émotionnelle. Elles ne sont pas conscientes de ce qu'elles ont vécu, de comment elles ont vécu, de tout ce qu'elles ont subi
Elles sont juste dans ce discours, mais répétitif, redondant de: «Moi, je me suis sacrifiée, moi, j'ai fait ça, personne n'était là pour moi». Et vous sentez que même si vous voulez trouver une solution pour, votre maman, elle ne veut pas. En tout cas, c'est ce que la plupart de mes patients me disent. Ils me disent: «Je veux lui payer une thérapie, je veux lui offrir ce voyage, je veux, l'aider à ce qu'elle aille mieux, mais j'ai l'impression qu'elle ne veut pas. J'ai l'impression que elle, enfin, c'est dur de dire ça, mais limite tu as l'impression que elle est bien dans cet inconfort-là». Et oui, oui, quelque part, vous avez raison, si vous voyez ça. C'est parce qu'elles ne connaissent que cette zone de confort-là. Elles ne connaissent que ce côté familier. Ça a beau être, un côté d'elles, que sûrement elles-mêmes, elles détestent, hein. Parce que ces femmes-là, à les voir de près ou bien à discuter avec elles de près, très mauvaise estime d'elles-mêmes, un problème de confiance en elles-mêmes, rapport à la nourriture, qui n'est pas bon. Elles ne prennent pas soin de leur, santé ni physique ni mentale, rapports sociaux, familiaux, pas bons du tout. Et la liste est longue. Et elles sont isolées de la société, elles n'arrivent pas à faire de nouvelles rencontres, elles n'arrivent pas à faire des activités toutes seules, elles n'arrivent pas à prendre un moment pour elles toutes seules et pour respirer sans pour autant aller se plaindre après et dire: «Vous m'avez laissée toute seule, j'ai été toute seule, j'ai personne avec qui rester», et cetera, et cetera. Je vous dis tout ce que j'entends en séance en espérant que ça fasse écho en vous. Du coup, cette immaturité émotionnelle, c'est ce que la plupart de mes patientes maintenant viennent travailler avant de devenir maman. Et franchement, je tire mon chapeau, mais chapeau bas, comme on dit à ces femmes-là, parce que respect. C'est très important qu'une femme, je pense, en tout cas avec mon expérience et ce que je vois autour de moi, c'est très important qu'une femme ait une maturité émotionnelle avant de devenir maman. Pourquoi? Parce que imaginez, on va imaginer ensemble. Vous avez un enfant, un être pur qui ne différencie pas le mal du bien, qui va apprendre tellement de choses à travers votre regard, à travers vos expériences, à travers comment vous, en fait, vous voyez la vie. Vous savez, votre enfant, si, il voit un jaune et vous lui dites: «Non, je pense que c'est un orange», il est capable de croire que c'est un orange. Si vous lui dites, «Non, ça, c'est pas la mer, ça, c'est un fleuve», il est capable de dire: «Oui, d'accord, c'est un fleuve». Parce que un enfant, durant les premières années de sa vie, il est très influencé par sa maman, mais vraiment très influencé par sa maman, et il reviendra toujours à ces moments-là. D'ailleurs, c'est là où on va parler de la critique constante et du regard non validant. En thérapie, j'entends très souvent des personnes revenir sur des souvenirs quand ils étaient petits où leur mère faisait des critiques sur leur poids, sur leurs cheveux, la couleur de leur peau, et c'est très blessant. C'est vraiment très blessant, mais encore une fois, on n'est pas là pour faire le procès, mais je pense, parce que je reçois aussi des femmes ayant la cinquantaine et la soixantaine, et quand on en discute, elles regrettent. Elles regrettent et elles me disent: «Je me retrouvais dans des cycles qui se répétaient». Qu'est-ce qu'elles veulent dire par un cycle qui se répète? Mais dans le sens où elles-mêmes, elles ont vécu dans ça. Et en fait, c'est ce que je répète tout le temps en thérapie. On a beau se dire: «J'ai vécu ça, j'ai subi ça, jamais de la vie je ferai subir ça à mes enfants». Ah, croyez-moi, vous allez le répéter sans vous en rendre compte. Pourquoi? Parce que tout ce que l'on vit, en fait, il s'archive, il s'enregistre inconsciemment et après il sort aussi inconsciemment. Quand on est fatigué, en manque de sommeil, on n'a pas mangé, on a passé une mauvaise semaine, on a un problème d'argent au travail, et cetera. Une fois, en fait, et il faut pas dire: «Non, je vais me contrôler». Vous allez pas vous contrôler. Vous n'allez pas pouvoir vous contrôler, vous êtes des êtres humains. Vous allez être fatigué, vous allez manquer de sommeil, vous allez stresser, vous allez avoir le cœur peut-être brisé, vous allez vivre un deuil, une perte. Comment vous allez faire durant des périodes pareilles? Comment vous allez gérer vos enfants quand vous allez être triste, quand vous allez être démuni, quand vous allez avoir des moments où vous allez perdre du sens? Comment? Comment vous allez pouvoir accompagner cet enfant? Comment vous allez pouvoir être présent? C'est dur. Vous avez vos limites aussi, en fait. On a nos limites. Et il y aura plein de périodes dans la vie
où ça va être très difficile. Vous allez me dire: «OK, d'accord, que faire?» Bah, il faudra travailler sur votre communication. Vous allez apprendre aussi à vos enfants que dans la vie, il y a des moments durs, mais même durant ces moments durs, on va parler. Même quand on subit une perte, on va parler de la mort, on va expliquer la mort, on va partir au cimetière ensemble, on va prier pour les gens qu'on aime, on va écrire des lettres, on va les jeter à la mer, on va faire un deuil ensemble, on va partager en fait des histoires et des expériences ensemble. Votre enfant, il grandit à travers vos regards. Votre enfant, il grandit à travers votre vision de la vie. Certes, par la suite, il va construire la sienne, mais les premières années, il aura besoin de votre regard et de votre vision de la vie. Donc préparez-la bien, travaillez-la, faites-le pour eux. Le regard non validant, c'est quelque chose qui revient aussi très 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 souvent, malheureusement. Et le regard non validant, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est quelque chose qui suit l'homme et la femme jusqu'à des fois la fin de sa vie si ça ne se règle pas. La grande majorité de mes patients et mes patientes, quand on parle en fait de leur relation amoureuse et on creuse, ben, on revient à l'enfance. On revient de cette maman qui validait pas, les émotions, qui ne validait pas un physique, qui ne validait pas un poids, qui ne validait pas une façon de s'habiller, qui ne validait pas des amis. Mais vous allez me dire: «Oui, mais une maman ne peut pas donner son avis». Mais si, bien sûr qu'elle peut donner son avis, mais elle doit l'expliquer aussi. Elle peut pas juste dire non. Elle peut pas juste dire: ça me dégoûte». Elle peut pas juste dire: «Ne me touche pas, j'ai pas envie». Elle peut pas juste te dire: «C'est moche, tu sens mauvais, tu ressembles à tes tantes ou tu ressembles, à ton père ou bien tu as les gènes de ton père». Ça, c'est des phrases qui marquent. Ça marque à vie. Et vous savez, cet enfant-là, quand vous lui répétez des phrases pareilles, ça se répète et ça se répète et ça se répète. Et après, toutes les décisions qu'il prendra quand il ou quand elle sera adulte, ils seront basés sur ces critiques-là. Et cet adulte, il a beau être adulte, il a beau avoir l'âge qu'il veut, il va continuer à s'invalider. J'ai reçu des personnes ayant la soixantaine, ayant eu des carrières, voyagé le monde, et qui continuent à s'invalider parce que quand on revient à leur enfance, ils se rappellent en fait d'un jour précis, d'un moment précis où le père ou la mère les a humiliés devant la famille en rigolant, en invalidant une émotion, en invalidant en fait un trophée, le fait d'avoir gagné un concours ou d'avoir participé à en fait, à une activité qui, selon les parents, c'était banal. Et ça marque. Ça ne part pas. Ça reste là. Et on a beau vivre ce qu'on a à vivre, vous savez, des fois, vous avez cette impression que vous revenez à une case de départ. Vous avez l'impression que c'est comme si il y avait une tempête, mais qui vous emmenait hyper loin. Et vous avez l'impression que peu importe tout ce que vous avez construit, ce point-là, qui pour vous, c'est un point de faiblesse, il pourra vous coûter la vie, littéralement. Un autre point aussi qu'on va discuter, c'est le conditionnement affectif. Qu'est-ce que c'est que le conditionnement affectif? Je vous donne des exemples qui sont simples. Je pense qu'on va tous un peu se reconnaître dans ça. C'est quand la maman, elle dit: «Bah, si tu es mon fils ou si tu es ma fille, ah bah, tu vas faire ça. Ah, tu as fait ça, donc là, tu es ma fille. Ah, ça, c'est mon fils». Ça, c'est vraiment dangereux. Pourquoi? Parce que ça conditionne, dans le sens où sans s'en rendre compte, on a l'impression que ce n'est qu'en faisant ça, qu'en étant comme ça, que on est validé ou bien on est légitime en tant qu'enfant. Et beaucoup de personnes qui ont vécu limite dans la menace, qui me disent: «Ma mère me répétait tout le temps: "Si tu ne me dis pas ce que tu as entendu, si tu ne fais pas ça, si, bah, tu es pas ma fille, tu es pas mon fils, tu n'es pas mon complice". Vos enfants sont vos enfants, en fait. On ne peut pas faire d'eux des complices, surtout pas dans le crime. Oui, dans le crime, je dis bien dans le crime. Pas mal de patientes m'avaient amené des choses qu'elles ont vécues qui, je trouve quand même,
Voilà, c'est horrible, c'est le mot, il y a rien qui me vient à part ça. Où elle envoyait leur fille, fouiller dans le téléphone, de leur père et elles sont tombées sur des images qu'elles n'étaient pas prêtes à voir, tombées sur des messages qu'elles n'étaient pas prêtes à voir. Hem, Elles les ont envoyées, le suivre, faire des choses, voilà, que j'ai pas forcément peut-être besoin ni envie de partager durant cet épisode-là, mais des choses ignobles et c'est là, en fait, on revient à une ignorance, à une immaturité que la femme, en fait, a besoin de travailler afin de faire un enfant. Je pense qu'on ne ramène pas des enfants sur cette terre pour les utiliser. On les ramène pas. Bon, je sais qu'il y a eu tellement d'injustices et qu'il y en a jusqu'à maintenant, mais le but, en tout cas, ici, c'est de travailler sur notre conscience et de se rendre compte de tout ça. Et en vous parlant de ces détails, bah, je pense qu'on se rend compte à quel point c'est vraiment, mais euh, criminel, je dirais criminel, en fait, de se comporter de la sorte avec des enfants. Moi, je dis toujours, si une personne pense qu'elle va avoir un enfant pour l'utiliser, ne serait-ce que pour garder son mari, bah, c'est pas la peine, en fait. C'est vraiment pas la peine. Et ça se fait, ça se répète tout le temps. Mais ces enfants-là, ces personnes-là, vous ramenez un être vivant qui va avoir toute une vie. Et ça va le suivre tout le temps. Il aura l'impression que il va d'ailleurs, c'est pas qu'une impression, mais il va vivre des relations dans sa vie où il sera utilisé, où il se laissera faire, où il se laissera utiliser. Parce que pour lui, son existence, elle se réduit à ça. Parce que pour lui ou pour elle, il doit être utilisé pour être aimé. Vous voyez comment on revient en fait à cette source-là? Parce que pour cet enfant-là, si il ne laissait pas sa mère ou bien si sa mère ne l'utilisait pas pour telle ou telle chose, ben, elle allait pas l'aimer. Mais c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas que je t'utilise. L'amour, c'est pas que tu dois me rendre ce service, porter un secret avec moi, cacher des choses, être mon complice en fait dans le crime pour que je puisse t'aimer. Je t'ai aimé avant de t'avoir, je t'ai aimé avant de te concevoir. À un moment, c'est ça en fait avoir des enfants. Nos enfants, je pense qu'on est censé les aimer avant même qu'ils viennent au monde. On est censé les chérir, on est censé être responsable, on est censé être engagé envers eux avant même de les concevoir. Parce que c'est le désir, tout repose sur le désir. Et beaucoup de psychanalystes et beaucoup de pédagogues aussi, de psychologues d'enfants ont en fait précisé ce point que tout repose sur le désir d'avoir un enfant. Ce n'est pas le fait que tu seras comme ça ou que tu ressembleras à ça ou tu seras blonde ou brune ou tu auras le nez comme ci ou tu seras grande, petite. Un dépend de comment tu seras, je vais t'aimer ou je vais pas t'aimer. Non, non. Un enfant, on est censé et on l'aime en fait. On l'aime. D'ailleurs, les personnes que je reçois qui ont perdu leur bébé ou perdu leur enfant ou bien même fait des fausses couches, on travaille beaucoup sur ça. On travaille beaucoup sur le fait que même si cet enfant n'a jamais en fait pu voilà, venir au monde, mais il a existé. Il a existé, il va continuer d'exister. Il a été là et il sera là. Son amour est là. Dans le cœur de cette maman, il y aura toujours une place pour cet enfant-là. Donc il faut garder ça en tête. Alors, pourquoi c'est compliqué aujourd'hui? Oui, c'est vraiment très compliqué parce que de plus en plus, on voit à quel point les relations entre les mamans et leurs enfants sont vraiment très difficiles à gérer. Il y a de plus en plus d'adultes de nos jours qui ne sont pas forcément prêts à devenir parents. Et en thérapie d'ailleurs, on discute tout ça, ils se rendent compte que c'est très lié en fait à leur relation avec leur mère. Avec leurs parents bien sûr, mais bon. Mais quand même, la maman, elle a une grande place dans ça. Pourquoi c'est compliqué? Parce que de nos jours, la mère n'est plus qu'une mère. Qu'est-ce que je veux dire par le fait que la mère n'est plus qu'une mère? La mère, elle est beaucoup plus que ça. Elle n'est pas que cette femme qui va prendre soin de ses enfants et c'est tout. Non, les femmes de nos jours, elles ont des carrières, elles voyagent, elles ont besoin de leur me time, elles ont besoin de faire du sport,
elles ont besoin de faire partie d'une communauté, d'être passionnées, de créer et c'est bien, c'est excellent. Moi, je trouve ça vraiment très bien et d'ailleurs, on voit beaucoup de jeunes mamans de nos jours faire tout ça. Faire un projet, donner naissance à des enfants, gérer des enfants en bas âge, vivre une vie de couple accomplie. Donc c'est possible. C'est possible. Moi, je le vois et je les connais aussi de près et c'est un bel équilibre. Il y a rien qui est impossible. Il y a pas de sacrifice, en fait. Le problème est très souvent avec le partenaire et c'est pour ça que c'est hyper important de choisir un bon partenaire. Vous savez, il y a une phrase qu'avec mon psy, on répète très souvent. Je me rappelle un jour, il m'a dit: «Tu sais, Shahnaz», il me dit: «Une famille, c'est facile à faire». Il m'a dit: «En un an, tu peux avoir une famille, tu peux avoir un mari et un enfant. En un an». Il m'a dit: «Ce qui est compliqué, c'est de trouver et d'être nous-mêmes la bonne personne». Et il avait tellement raison, mais tellement. Parce que c'est vrai, tu peux passer peut-être, voilà, ta vie avec la mauvaise personne en te disant que non, heu, on va essayer, il va changer, je vais changer, mais non. Tu te rends compte que tu as passé ta vie, en fait, à essayer, tu as juste accumulé les traumas, tu as juste causé des traumas à ces enfants-là et en fin de compte, personne n'est gagnant. Mais par contre, si tu prends le temps de travailler sur toi, si tu prends le temps de savoir qui tu es, ce que tu veux, ce qui n'est pas bon pour toi, que tu travailles sur tes émotions, que tu les fasses ralentir, que tu saches à quel moment tu dois apprendre à te taire, à quel moment tu dois apprendre à parler, à quel moment tu dois sortir faire un tour pour pas causer du tort et pour pas blesser les autres. Mais ça te change la vie. Ça tu peux métamorphoser ta vie et la vie de ta famille. Donc, être dans le rush et se dire: «Non, je dois chercher, je dois trouver, je dois faire et tout». Malheureusement, ce que je vois autour de moi et moi-même, ça m'est arrivé avant, c'est que on passe des années de notre vie à vivre dans une anxiété constante, à se dire: «Mais quand est-ce que je pourrai être bien entourée, avoir les bons amis, avoir le bon partenaire, avoir, et en fin de compte, non, 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 dans le sens où on revient pas à nous. On travaille pas la base. Et vous savez quoi? Je vais partager quelque chose avec vous et vraiment, je vous le dis par expérience. Au moment où tu t'arrêtes à donner de l'importance à toutes ces choses superflues qui sont liées à l'extérieur et à l'apparence, au moment où tu commences à travailler sur ta personne, au moment où tu commences à faire les choses pour toi, au moment où tu commences à vraiment te dire: «OK», travaillant sur cette maturité émotionnelle, travaillant sur ce problème d'humeur, travaillant sur, ces traumas, sur ces complexes. Les choses, elles commencent à s'aligner à côté, toutes seules, sans que tu t'en rendes compte. Toi, tu es en train de travailler sur toi et les choses à côté, elles se construisent. Vraiment et tu te dis: «OK, bah, en fait, c'est comme ça que c'est censé se passer» et mis à part le fait que la mère n'est plus qu'une mère, il y a aussi ces enfants qui sont devenus adultes maintenant et qui veulent se différencier, mais sans trahir. Je vous explique. La grande majorité, des gens qui viennent consulter me disent: «J'ai pas envie d'avoir la vie de ma mère, j'ai pas envie de revivre, en fait, le même mariage que mes parents». Ils le disent pas au début. Au début, ils disent: «Oui, mes parents, ils sont heureux, tout va bien et tout», mais ce n'est que à partir généralement de la 8e, 10e, des fois même 12e séance que là, on commence vraiment à dire les choses. Ils commencent à dire: «Ah oui, en fin de compte, il y avait ça. Mon père était colérique, ma mère, elle faisait des crises de nerfs. Ma mère, elle nous frappait, elle jetait des choses, elle déchirait des choses». Et après, ils disent: «Mais je comprends, c'était pas évident. Tout le monde a vécu comme ça, mais c'est comme ça, c'est normal» et on a un petit sourire au coin de la bouche, mais non, non. On sait, en fait, que c'était pas normal. On sait qu'on n'avait pas à subir cette violence. On sait qu'on n'avait pas, en fait, à subir ni violence physique, ni violence verbale, ni manipulation, ni harcèlement. Vous savez, la grande majorité des personnes avec qui, que j'ai reçues, en fait, qu'ils ont subi ou qu'ils ont souffert d'harcèlement, bah, ils se sont rendus compte que le premier harcèlement qu'ils ont subi, c'était à la maison déjà. Mais très difficile à reconnaître et très difficile à repérer. Pourquoi? Parce que l'harcèlement, ça peut être aussi silence treatment. Ça peut être vraiment ce silence punitif. Ça peut être des parents qui ne communiquent pas. Ça peut être mais qui de temps en temps critiquent.
et qui essaie de trop cadrer, mais c'est pas du cadrage, c'est du contrôle. Genre: «Fais ta prière, mange ça». Je dis pas qu'il faut pas dire tout ça, oui, il y a mais il y a une forme. Tu viens pas comme ça et tu balances ça à un enfant. Tu lui donnes le choix, tu lui expliques, s'il dit non, tu essaies de lui faire comprendre. Plus tu lui donnes des informations, tu lui donnes du temps, tu lui racontes des histoires, il comprendra comment le monde tourne, il comprendra pourquoi on prie, il comprendra pourquoi on jeûne, il comprendra pourquoi aujourd'hui on doit s'habiller de telle manière, il comprendra pourquoi il doit pas toucher à ça, pourquoi quand on part chez les gens, on peut pas juste se balader, faire n'importe quoi et casser des choses. C'est ça l'éducation. C'est expliquer à ton enfant pourquoi le non. C'est expliquer à ton enfant pourquoi le oui. C'est expliquer à ton enfant qu'il ne faut pas partir et parler aux étrangers. Pas juste crier, pas juste le menacer, pas juste le terrifier. Parce qu'un enfant ne fait pas la différence en fait entre toi t'es ma mère et toi t'es un étranger. Surtout durant 2, 3, 4 ans. Pour lui, le fait qu'un étranger vienne et lui dise, «Est-ce que je peux toucher à ça? Est-ce que je peux faire ça?» Ben il va laisser faire. Si tu lui expliques pas, il ne sait pas. Il se dit dans sa tête: «Du moment que maman le fait, bah, quelqu'un d'autre peut le faire». Il ne se pose même pas la question. C'est pour ça que la grande majorité des cas, malheureusement, qu'ils ont subi des attouchements sexuels et des viols, bah, ils s'en parlent jamais. Ils s'en rendent compte que quand ils grandissent et ils finissent peut-être un jour, s'ils ont de la chance, d'en parler en thérapie, mais jamais ils en parlent. Ou bien ils en parlent quand ils vivent une relation hyper toxique et ils lui disent à un partenaire, à une partenaire, dans un désespoir et dans une détresse, hem et dans le but, en fait, d'être validés. C'est généralement ce qui revient le plus. Mais un enfant ne sait pas faire la différence si vous l'expliquez pas. Vous ne pouvez pas jeter ce non, vous ne pouvez pas juste imposer en fait un non. Il faut expliquer et aussi partager ce non. Qu'est-ce que je veux dire par partager ce non? Ça veut dire que, par exemple, quand vous parlez à un enfant, vous lui dites: «Comme maman elle a dit non, toi aussi tu diras non comme maman, mais maman va t'expliquer pourquoi elle a dit non et tu comprendras pourquoi elle a dit non et toi aussi tu sauras quand est-ce qu'il faudra dire non». Et en fait, cet enfant-là, au moment où il vivra des situations où peut-être il est en danger ou bien il doit se protéger, il va se rappeler de votre discours, il va se rappeler de votre douceur, il va se rappeler de votre regard, de votre sourire, de votre délicatesse, du fait qu'il peut venir vous parler, que vous allez l'écouter, que vous n'allez pas crier, que vous n'allez pas lui faire peur. Et c'est comme ça en fait que vous allez protéger vos enfants. Alors, dernier point de cet épisode. Je ne veux pas qu'il soit très long, mais ne vous inquiétez pas, il y a plein d'épisodes qui viennent, dans l'avenir et on rediscutera ce genre de points. C'est pour ce dernier point, c'est qu'est-ce qu'on travaille en thérapie? Les points que l'on travaille en thérapie, c'est généralement d'apprendre que ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre faute si ça s'est passé de telle sorte ou de telle sorte. C'est important parce que il y a tout le temps ce sentiment de culpabilité qui accompagne les gens qui viennent me voir en me disant: «Je me sens mal, j'ai de la peine pour elle» et cetera et cetera. Et oui, oui, on a de la peine pour nos mamans. Et des fois, cette peine, cette tristesse que l'on ressent, bah, on a du mal à gérer parce qu'on les aime plus que tout. C'est le premier objet d'amour, en fait, dans notre vie. C'est vraiment à travers cette personne-là qu'on a découvert ce que c'est que l'amour. C'est vraiment, comme on dit, celle qui a ouvert la porte. Donc, elle vous marquera à vie. Qu'elle ait été là, qu'elle n'ait pas été là, que vous avez eu peut-être quelqu'un d'autre qui a pris soin de vous, mais cette maman-là, cette première figure maternelle, je dirais, ben, en fait, elle vous marque à vie. Parce que c'est à travers elle, quand vos yeux se sont ouverts, l'amour, c'est elle. C'est elle l'amour. Pour un bébé, il y a pas en fait d'amour à part avec cette personne-là. C'est à travers le temps qu'on apprend à dire: «D'accord, je vais aussi aimer mon père, je vais aussi aimer mes frères et sœurs, je vais peut-être aimer certaines personnes, après je vais aimer des amis». Mais la première personne en fait dont on est amoureux, parce que oui, c'est un sentiment amoureux. C'est le bonheur, c'est l'excitation, c'est l'euphorie, elle calme notre anxiété quand elle te caresse, quand elle te prend dans ses bras, quand elle joue avec toi, quand elle chante pour toi, quand elle est là.
quand elle est là pour toi et c'est ce qui te nourrit. Notre cerveau au début, bah, il est nourri que par ça. C'est pour ça que oui, on a tous besoin d'une maman et c'est vital. Donc revenons sur ce sentiment de culpabilité qui malheureusement revient très souvent. Et par rapport à ce sentiment de culpabilité, où est-ce qu'en fait, c'est vraiment très compliqué de travailler ça en thérapie, c'est quand je commence à travailler le fait de mettre des limites avec la mère. Mettre des limites dans le sens où beaucoup de personnes, surtout les filles et les femmes, elles me disent, je parle des heures et des heures à ma mère par jour. Je leur dis: «Mais pourquoi?» Elle me dit: «Je sais pas». Mais il faut savoir quelque chose. Si vous voulez avoir un bon lien d'amour avec votre maman, il faut éviter ce genre de choses. Si c'est une fois de temps à autre, d'accord, c'est bien. Vous pouvez par exemple, une fois par mois ou même plus, hein, il y a des choses que vous allez vous raconter, il s'est passé quelque chose et encore, hein, il faut pas répéter la même chose. Il faut pas répéter les mêmes phrases, la même histoire, revenir sur les mêmes éléments, ça finit toujours mal ce genre de choses. Et arrêter d'être dans l'attente pour se sentir légitime. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes et surtout les filles, surtout les femmes, elles ont ce besoin et je comprends, hein, je sais ce que c'est, je suis passée par ça aussi, vous inquiétez pas. Elles attendent, mais désespérément, de se sentir légitimes vis-à-vis de leur mère. Et dans des sociétés comme les nôtres, malheureusement, il y a beaucoup de mères qui ne valident et qui ne légitimisent leur fille que quand elle se marie, que quand elle a un foyer. Et encore, hein, elle aura toujours des choses à dire. La grande majorité de mes patientes me disent: «Ce qui me blesse, c'est que ma mère ne voit pas toute la carrière que j'ai construite, tout ce que je fais, tout ce que je finance, tout ce que je paye pour elle et elles sont limite dans voilà, dans l'excès, mais elles ne reçoivent rien de l'autre côté» et ça, c'est très blessant. Mais si tu te retrouves dans ce genre de situation, j'ai quelque chose à te dire. Le fait qu'elle te valide ou pas, le fait qu'elle te légitimise en tant que femme, n'a rien à voir avec la quantité de choses que tu lui paieras, le nombre de choses que tu feras pour elle. Ça dépendra de toi, de comment toi tu te vois, de quelle femme tu es et de quelle femme tu as envie d'être. Et d'imposer cette image-là devant elle. De lui dire: «Je suis cette femme-là, je suis heureuse d'être cette femme-là et j'espère pour toi, en fait, que tu l'accepteras». Bon, je sais, c'est pas peut-être évident de le dire comme ça, mais idéalement, je vous dis ça pour que vous le répétiez à vous-même et de lui dire que tu es différente d'elle, mais que tu l'aimes et que elle aussi, elle est différente de toi parce que, soyons honnêtes, la grande majorité des relations mère-fille, elles ne dépendent pas heu, du fait qu'on est identique. Elles ne dépendent pas du fait qu'on aime les mêmes choses, qu'on aspire à avoir la même vie. Pas du tout. Au contraire, la grande majorité des personnes avec qui je discute, que ça soit en thérapie ou hors thérapie, me disent: «Mais je ne veux pas. Je ne veux pas répéter les mêmes schémas, je ne veux pas de ça, je ne» non! C'est pas forcément le dire non plus dans la critique, mais juste dire que au contraire, vous avez appris de tout ça et que vous avez compris que vous n'avez pas besoin de ça. Avec de la bienveillance, bien sûr. Et quand vous apprenez, en fait, à faire ralentir vos propres émotions, les émotions de votre maman vont ralentir aussi. Je vous le dis par expérience, vraiment. Il faut pas monter, parce que si votre mère, elle a tendance à monter dans ses émotions, vous devez éviter de aussi monter dans vos émotions. Bon, je vais pas vous mentir, c'est des choses qui se travaillent en thérapie et ça donne de très beaux résultats. Mais en tout cas, ces podcasts-là sont là juste pour vous guider, juste pour vous donner, en fait, une idée et pour que vous compreniez que c'est possible que votre relation avec votre mère puisse changer dans le bon sens. Pour le fait de mettre des limites, pourquoi c'est important? Parce que vous êtes une adulte ou bien vous êtes un adulte. Je m'adresse aussi aux hommes maintenant. C'est important que vous mettiez des limites avec votre mère. Les mères aussi, elles ont cette tendance à beaucoup vouloir prendre leurs fils pour des sauveurs. Et ce qui est drôle, c'est que dans la grande majorité des cas, ces hommes-là ou leurs fils n'ont même pas pu se sauver eux-mêmes. Comment
peux-tu attendre que ton fils te sauve alors que tu vois que lui-même il est en train de se noyer? Et il y a cette fusion en fait, on va revenir au début de l'épisode quand je vous ai parlé de fusion, ce besoin de pas mal de mères à être hyper fusionnelles avec leur fils et à s'assurer que même la femme qu'ils vont épouser, elle va causer le minimum de problèmes, elle va être passif, elle va voilà, elle va pas s'imposer pour que elle, on lui enlève pas son fils. Oui, c'est un fait. Franchement, ça fait très stéréotypé, mais c'est un fait. C'est quelque chose que je vois tout le temps autour de moi. Mais c'est possible de changer tout ça parce que tout le monde est victime. Cet homme-là est victime, sa mère est une victime, mais si chacun de nous, en fait, travaille sur une conscience de lui, bah, il pourra changer les choses. Parce que vous savez, dans le fond, ce genre de relation, c'est pas sain. Ce genre de relation, il cause du tort à tout le monde. Ce genre de relation fait que cet homme-là, bah, n'arrive pas, en fait, à vivre comme il le souhaite, il n'arrive pas à prendre ses propres décisions. Il est quelque part un peu hypocrite avec sa mère, il lui ment, il lui cache des choses, il va vers elle que quand il a besoin de sa bénédiction et pour que lui, en fait, puisse calmer cette culpabilité. Mais vous savez, généralement, c'est des relations où cet homme-là et sa mère, ils vont pas communiquer. Ils vont pas vraiment échanger, ils vont pas vraiment avoir des moments de qualité. Il va aller la voir, pour faire genre: «Je pars voir ma mère». Elle va se plaindre, il va se dire: «Oh là là, elle s'est plainte», mais il va jamais lui dire: «Pourquoi tu t'es plaint?» Et c'est redondant et ça se répète et ça se répète et ça crée beaucoup, beaucoup de tensions autour et c'est pas bon. C'est bon pour personne. Bon, on arrive à la fin de cet épisode-là. Je tenais vraiment à ce qu'il soit court. J'essaye d'ailleurs, si vous l'avez remarqué, de faire de plus en plus d'épisodes plus courts, comme ça ils sont faciles à consommer. On a relevé quand même pas mal de points que je développerai sûrement en fait dans certains épisodes, mais dans d'autres épisodes, mais en évoquant d'autres sujets. N'hésitez pas en fait à me poser des questions, n'hésitez pas à me faire des retours. D'ailleurs, le dernier épisode, j'ai eu beaucoup de retours et ça m'a fait super plaisir. C'est ce qui me motive en fait à continuer à les faire. Mais ce que je voulais en fait vous dire à la fin de cet épisode-là, c'est que, bon, je vous ai un peu habitué à un peu parler de moi. Pour être honnête, je me sens pas vraiment prête à trop partager, sur ce sujet. Mais ce que je peux vous dire, il y a quelques jours, je suis rentrée d'un voyage avec ma mère. C'était son anniversaire, donc je lui ai offert un voyage. On est parties que toutes les 2. C'était super, on a passé un bon moment et tout. On a pas mal échangé et je vous ai dit, je suis pas trop prête à parler de ça. Mais en gros, bon, avec ma mère, ça a jamais été top côté communication. Après, j'ai fait pas mal d'efforts, à travers ma thérapie, elle aussi. Mais ce que j'ai compris en gros, c'est que, d'ailleurs on en a discuté durant ce voyage, c'est que elle n'a jamais eu les outils, elle savait pas mal de choses. Elle a commencé à comprendre que dernièrement, elle fait de son mieux, je pense, mais le manque d'outils et le manque d'infos, c'est vraiment un vrai problème. Et je peux comprendre, hein, je peux comprendre qu'on puisse manquer d'outils, on puisse manquer de pas mal, pas mal, pas mal de choses. Mais c'est pour ça que je me dis que là, on a les outils, on peut, il y a les moyens. C'est pas comme si on savait pas. Ce que je peux en fait partager avec vous, en espérant que ça puisse vous aider, c'est que à quel moment j'ai commencé à avoir des résultats, c'est quand j'ai arrêté de me concentrer sur elle. Quand j'ai commencé à me concentrer que sur moi, sur le fait d'apprendre à ralentir sur mes émotions, de pas être intense, de pas prendre les choses contre moi. Et j'ai vu en fait à quel point je la cherchais en les autres et à quel point j'avais ce besoin aussi d'être validée et à quel point je faisais en fait certaines choses inconsciemment pour qu'elle, elle dise «Ah tiens, tu es jolie, tu es féminine, tu es fine, tu es et cetera, tu es et cetera». C'était un gros travail parce que c'était pas évident en fait de se détacher, mais vraiment de se détacher de cette image-là parce que c'est compliqué. C'est vraiment, vraiment compliqué. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'idée, c'est pas en fait de rejeter sa mère, mais c'est de se séparer psychiquement pour qu'on se relie autrement. Et je pense que c'est le travail que j'ai fait. C'est que j'ai recréé un nouveau lien avec elle, dans lequel je suis la femme que je suis, l'adulte que je suis, avec mes expériences.
et qu'elle, d'ailleurs, aussi accepte et respecte. Et quand je sens qu'on s'approche trop de certaines limites dans lesquelles je sais qu'on va pas se comprendre, il faut pas se mentir. Il y a des sujets, ça sert à rien de les remettre sur le tapis. Vous savez qu'il y a des sujets que votre mère ne va pas comprendre, qu'elle va être dans le jugement, qu'elle va vous dire: «Non, c'est pas bien». C'est pas la peine de les discuter avec elle, parce qu'elle n'a pas les outils. Elle ne peut pas. Donc ça sert à rien de créer des tensions. Et l'espace, pourquoi c'est important et les limites, c'est important et la distance aussi, c'est important? Parce que ça crée de la demande, que ce soit de sa part ou de votre part. Elle va vous manquer, vous allez lui manquer et ça va devenir beaucoup plus qualitatif qu'autre chose. C'est pas évident parce qu'on fait partie d'une culture, non, on doit se voir, on doit passer les fêtes ensemble, on doit faire ça ensemble et cetera, mais peut-être qu'il faut que ça change. Il faut que ça change, il faut qu'on travaille plus sur la communication, il faut qu'on travaille sur nous, il faut qu'on prenne le temps, il faut qu'on soit conscient. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est là. Sur ce, c'est la fin de cet épisode-là. Merci d'avoir été à l'écoute, merci d'avoir été là. C'était vraiment un plaisir, pour moi, voilà, de discuter tous ces points avec vous. Il était beaucoup moins émotionnel que le dernier, je le sais et je le sens aussi. Mais c'était important pour moi quand même de faire cet épisode-là et de le sortir, un dimanche 25 mai, fête des mères. En tout cas, bonne fête à nos mamans. Bonne fête à elles, on les aime telles qu'elles sont. On sait qu'elles ont fait de leur mieux, comme nous aussi en fait on fait de notre mieux. Mais je pense que la différence entre elles et nous, c'est que nous, on fait de notre mieux pour nous-mêmes, pour les femmes qu'on est et peut-être qu'elles, en fait, elles ont pas eu cette chance-là, elles ont pas eu cette opportunité-là. Peut-être qu'elles, elles ont commencé à faire de leur mieux, mais juste en devenant mères. Peut-être qu'elles ont jamais pensé à la femme, aux femmes en fait qu'elles sont. Peut-être que votre mère, elle a jamais pensé à sa personne. Elle a jamais dit «je». Elle a jamais cru qu'elle pouvait exister par elle-même. Elle a jamais en tout cas, elle a jamais eu l'espace, en fait, pour être légitime et pour être validée en tant qu'individu dans une société comme la nôtre et c'est ce qui est dur et c'est ce qu'il faut comprendre. On n'a clairement pas les mêmes opportunités, les mêmes chances, et les mêmes avantages qu'elle, donc il faut les saisir et vous savez quoi? Ce que ce travail m'a appris, c'est que beaucoup de mamans arrivent à guérir à travers leurs filles et à travers leurs enfants. Ne le faites pas si vous faites un travail de thérapie, ne le faites pas pour qu'elle, elle guérisse, faites-le pour vous. Si ça se fait, tant mieux, si ça se fait pas, bah, ça se fera d'une autre manière, mais juste gardez en tête que ça soit dans le sens où quand vous écoutez ce podcast, si vous pensez à votre mère ou plutôt si vous pensez à vous en tant que mère, gardez en tête le lien. Le lien d'amour est le plus important et c'est ce qu'il faut retenir. Voilà, sur ce, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode.